Merci, bonjour. Donc nous, on a choisi de s'appeler CAC par référence à l'indice du CAC 40, mais ça veut dire collectif pour un audit citoyen de la République. Et on a publié il y a quelques mois un premier rapport qui avait deux objectifs. Le premier, c'était d'identifier les causes de la montée de la dette publique en France. Et le deuxième, c'était de montrer qu'il y avait des alternatives sans trancher, compte tenu aussi de l'éventail des forces représentées dans le collectif, puisqu'il y a des associations, des syndicats et le soutien d'un certain nombre de partis politiques de gauche. Alors le résultat essentiel qui a frappé un peu, disons, la sphère médiatique, c'était que 59% de la dette publique française est illégitime, et donc le fait que ce ne soit pas 60, ce ne soit pas les deux tiers, mais 59%, était un petit gadget pour montrer que c'était un travail scientifique. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat? On a tablé sur deux points d'illégitimité, à savoir les taux d'intérêt excessifs dans les années 90, donc le fait que l'État a accepté d'aller se financer uniquement, comme ça a déjà été le cas pour d'autres pays évidemment, sur les marchés financiers à des taux d'intérêt prohibitifs qui font boule de neige, qui fait qu'aujourd'hui encore, d'une certaine manière, on paye les intérêts, le poids de la dette acquise pendant cette décennie 90 principalement. Et l'autre idée, c'était qu'il y a eu délibérément ce qu'on appelle des cadeaux fiscaux, c'est-à-dire une baisse de recettes fiscales à partir notamment du début des années 2000. Et donc notre exercice en gros consiste à faire la chose suivante. C'est qu'est-ce qui serait passé si, pendant les années 90, on n'avait pas dépassé un taux d'intérêt raisonnable, mettons 2% hors inflation, et qu'est-ce qui serait passé si, au début, à partir des années 2000, on avait conservé le même taux de recettes fiscales. Bon, et c'est à partir de ça, donc on simule une trajectoire de la dette publique avec ces deux hypothèses, et on arrive au fait qu'elle est inférieure au niveau de dette acquis. Et les critères d'illégitimité qu'on met en avant sont les suivants. Premièrement, bon, j'ai déjà dit, le fait qu'il y avait d'autres moyens de se financer, de financer les déficits que d'aller sur les marchés financiers à des taux d'intérêt complètement prohibitifs, de l'ordre qui sont montés jusqu'à 6% au-dessus de l'inflation, donc c'est quelque chose de tout à fait considérable. Et puis l'autre idée, c'était que les baisses de recettes fiscales à partir des années 2000 n'ont pas profité, disons, à l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'elles ont été centrées, ciblées de fait principalement sur les catégories les plus favorisées qui ont épargné au lieu de consommer ce qu'on attendait comme élément de relance. Et deuxièmement, c'est allé aux entreprises sans bénéfice en termes de création d'emplois, d'activité, etc. Et sur ce point-là, on était assez fort parce qu'il y avait un rapport parlementaire d'un député de droite par ailleurs, enfin de la commission des finances de l'Assemblée, qui avait fait le même exercice de manière plus subtile, plus raffinée, mais qui donnait qualitativement exactement les mêmes résultats, à savoir qu'il y a une part importante qui est liée à cette volonté très néolibérale de réduire les impôts, les recettes fiscales et de manière ciblée, et qui font encore une fois cette illégitimité. Alors, je passe sur les points divers, je voudrais insister peut-être sur les manques, ce qu'il faut, peut-être compléter. Mais avant, alors, sur les alternatives, donc on a balayé en distinguant, parce que je pense que c'est une distinction importante, d'une part, le financement du déficit, comment financer le déficit courant ailleurs que sur les marchés financiers. Et donc là, il y a toute une série de recettes que bon, je ne vais pas énumérer, mais qui ont déjà existé. Hein, à savoir le financement par la Banque centrale, disons la monétisation de la dette, mais aussi l'obligation des banques, faite aux banques privées, de détenir une certaine proportion de titres de la dette publique. Donc il y a toute une série de choses et qui en plus ont déjà existé. Donc il y a une volonté politique de ne plus de se mettre sous la coupe des marchés financiers en refusant systématiquement et au niveau européen ce type de financement différent extérieur au marché financier. Et ensuite, le deuxième volet des alternatives porte sur le stock de dette, c'est-à-dire la dette qui a déjà été accumulée. Et là, bon, on n'a pas tranché, hein, c'est-à-dire qu'on a décrit toutes les situations, toutes les possibilités,
qui vont, disons, de mesures plus ou moins radicales, plus ou moins accommodantes. Mais on a insisté aussi sur le fait que même des gens qui ne sont pas des révolutionnaires patentés ont mis en avant l'idée qu'il fallait couper, restructurer de manière significative les aides. Donc, par exemple, Jean-Paul Fitoussi, qui est un économiste, disons keynésien, mais pas très radical, qui a dit que une des solutions, ça serait un emprunt forcé qui consiste à emprunter auprès des plus riches et à les rembourser à des taux d'intérêt réduits, sinon nuls. Et puis, dans un encadré d'un document du FMI, on a trouvé ce truc qui n'est pas, disons, une recommandation officielle du FMI, mais qui est quelque chose, une espèce de ballon d'essai, qui est l'idée qu'il faut un one-shot, un impôt one-shot, c'est-à-dire un coup sur les fortunes pour dégonfler réellement la dette. Bon. Ensuite, libre aux associations, aux partis, de traduire disons, de choisir, disons, dans cette gamme de solutions. Alors, l'écho qu'on a eu, il y a eu un écho médiatique, qui est toujours difficile à mesurer, mais il y a aussi la construction avant et après et pendant la réalisation de ce rapport, qui était un des éléments de l'activité de ces collectifs, des collectifs locaux, où le point, disons, d'ancrage, ça a été les emprunts toxiques des collectivités locales, des communes, des départements, des hôpitaux publics aussi, qui se retrouvaient avec des emprunts toxiques au sens où vous avez des critères d'indexation, notamment sur le franc suisse, absurdes, c'est-à-dire qu'en gros, pendant quelques années, le taux d'intérêt était à peu près raisonnable, et ensuite, l'indexation déclenchait, et on arrivait à des surcoûts d'intérêt. Donc là, il y a eu un combat, y compris la volonté qui a paru ici de faire passer une loi là-dessus, puisque au contraire, il y a une loi qui d'une certaine manière, permettait aux groupes concernés par ces emprunts toxiques de passer entre les mailles du filet. Mais c'est un combat permanent qui est un peu décentralisé, si vous voulez, avec des situations différentes selon les localités. Mais c'est un élément de mobilisation aussi qui a aussi permis de lutter contre l'opacité. C'est-à-dire que dans certaines communes, il a fallu faire le forcing pour obtenir un état des lieux sur les crédits qui ont été contractés. Il faut dire que quand on lit les clauses, il y a des éléments assez hallucinants. Il y a eu un autre écho qui est, sans suite, c'est-à-dire à l'initiative d'un député communiste, Nicolas Sansu, il y a eu l'idée de faire une proposition de déclaration, disons, parlementaire, etc. Donc on a été sollicité, le CADTM aussi, pour alimenter, disons, l'argumentaire. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est qu'elle a été refusée, mais après un débat où pratiquement tous les députés, même de droite, trouvaient qu'il y avait de très bons arguments dans cette proposition de déclaration, sauf qu'après ils ont voté non quand même et qu'elle a été retoquée. Donc il y a un travail qui se fait. Alors je voudrais insister, si j'ai encore... J'ai combien de temps encore? 7 minutes. C'est bien. Je peux revenir peut-être sur les points de méthode et puis montrer les points qu'il faudrait creuser. Le point de méthode qui a fait débat, c'était de dire, c'était de ne pas dire, enfin de rechercher de manière, disons, argumentée, l'idée qu'il y a une partie de la dette qui est légitime, que c'est celle-là qu'on remet en cause, ce qui peut être contestable. D'autres ont dit, mais toute dette est illégitime, etc. Donc il y a un élément de débat. Un autre élément de débat qui est technique, et alors là je voudrais insister là-dessus, parce que c'est un élément qui est très important dans le cas grec, dans le cas français aussi, c'est le problème de l'évasion fiscale, c'est-à-dire de la partie de la dette qui est liée à l'évasion fiscale. Alors nous on a fait le choix, d'une certaine manière, de ne pas charger la barque, et de ne pas... Il y a une section qui est consacrée à ça, mais dans le schéma d'ensemble, on ne tient pas en compte parce que on se dit que ça recoupe probablement aussi les pertes de recettes fiscales et que c'est difficile de démêler les deux. Mais là, je pense qu'il y a un chantier. Il y a eu les travaux de Gabriel Zuckman, qui essaye de mesurer justement les flux illicites. Il y a des travaux très épars. Je pense que ça serait un chantier très important de faire au niveau de l'Europe, de la zone euro, un bilan circonstancié
en essayant de décrypter le maximum d'informations pour montrer les liens très, très compliqués entre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, et puis, la perte, disons, de substance qui correspond à une montée de la dette publique. Bon, sur le cas grec, mais même sur le cas français, c'est des proportions très importantes. Par exemple, si on prend les travaux de Zuckman, en gros, chaque année, le déficit, 1/6 du déficit budgétaire est lié aux évasions fiscales telles qu'il essaie de les mesurer. Bon, 1/6, c'est pas la majorité, mais si vous cumulez ça, parce que la dette, ça se cumule, etc., vous arrivez à des proportions tout à fait considérables. À peu près, si on prend les estimations de Zuckman, par exemple, ça fait 20% en gros de la dette publique qui serait lié à ce cumul de manque de recettes fiscales et donc d'intérêts qu'on doit payer puisqu'il faut compenser par un déficit supplémentaire. Donc il y a quelque chose là qui serait un chantier tout à fait intéressant. Et alors, deuxième difficulté qu'on a eue, disons c'est un point faible du rapport, on a eu du mal à fonder, à trouver des études, disons, solides sur exactement quelle est la part, et parce que ça c'est une question importante aussi, quelle est la part de la montée de la dette après la crise qui est liée au renflouement des banques privées. Et là encore, je pense que l'expérience directe montre que c'est un chantier tout à fait important de montrer quelles sont les communications entre la recapitalisation des banques, les banques et les banques, enfin les dettes publiques, c'est-à-dire le transfert, analyser le transfert privé-public. Dans le cas grec, par exemple, ça joue un rôle énorme, dans la mesure où le haircut de 2010 et 2012 ont permis aux banques allemandes, françaises, qui avaient de la dette grecque, de ne pas perdre et que ces dettes privées, bancaires, soient transférées à la dette publique. Et y compris à l'intérieur de la Grèce, un des points importants du rapport sur la Grèce, c'est qu'on a sauvé aussi, on a fait passer aussi des dettes des banques grecques vers la dette publique. Et là encore, je pense que ce qui manque, c'est une étude qui cherche le maximum d'informations là-dessus, et qui permet de comprendre mieux les croisements entre les banques des différents pays européens et les dettes publiques des différents États. Et il y a un dernier point, alors maintenant, qui a été traité, enfin qu'il faudrait traiter, c'est de montrer, bon dans le cas grec c'est relativement simple parce que ça saute aux yeux, c'est-à-dire les politiques qui ont été menées pour supposément faire baisser la dette publique en proportion du PIB, ont conduit à des récessions et finalement une augmentation de ce ratio. Donc le mécanisme, on le connaît bien, mais il existe partout et il est renforcé au niveau de la zone euro en fonction de l'interconnexion des différentes économies. Et je pense que ce qu'il faudrait, là il y a des études, notamment celles de l'OFCE, etc., qui sont assez solides, qu'il faudrait montrer que non seulement pays par pays, mais au niveau européen, on a un effet désastreux, cumulatif des politiques d'austérité disons d'assainissement budgétaire comme ils disent, qui fabriquent de la récession non seulement pays par pays, mais remultipliée au niveau de l'ensemble de la zone euro. Et cet aspect-là, on ne peut l'avoir que par un travail transversal qui serait intéressant à mener. Et donc je termine, disons, sur une proposition qui n'émane pas du collectif, qui n'a pas été vraiment discutée, mais qui en creux apparaît, c'est-à-dire sur ces questions évasion fiscale, effet des politiques de restriction budgétaire, renflouement des banques privées, tous ces éléments qui sont importants. Il manque aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il manque la capacité d'une dimension transversale, c'est-à-dire de mener en gros ce qu'on fait pays par pays, ce qu'a fait la Commission pour la vérité sur la dette grecque, à l'échelle européenne, en créant en gros, si vous voulez, l'équivalent d'une Commission pour la vérité sur la dette en Europe. Merci.